L'opération militaire contre les autorités du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré, lancé depuis le 4 novembre dernier par le pouvoir fédéral, entre dans sa phase décisive. C'est du moins la quintessence de la dernière prise de parole du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui rassure par ailleurs de l'imminence de l'assaut de la capitale de la région du Tigré. Toute chose qui inquiète les organisations régionales qui ont échoué pour l'heure à ramener la paix, la faute sans doute à la fermeté qu'affiche le régime du Premier ministre, prix Nobel de la paix. Les organisations de défense des droits humains sont inquiètes de cette situation et de la reprise annoncée des hostilités après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures donné par le Premier ministre aux autorités régionales pour se rendre. Ces dernières n'ont pas donné suite, affirmant que le peuple était prêt à mourir pour la cause. Dans la pratique, c'est semble-t-il un peu plus préoccupant. Les populations continuent de fuir en masse vers le Soudan voisin, sans oublier les déplacements internes du fait de cette crise Éthiopie. Opération militaire contre le Tigré, quels moyens pour un retour à la paix? C'est la question trame de cette émission. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Julius Mpati, bonjour. Et bonjour Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. L'offensive a démarré le 4 novembre. Qu'est-ce qu'Aimé Tiefa explique le conflit entre l'État fédéral et l'une de ses régions? Merci, M. Toanou. Disons, pour entrer dans la genèse de ce conflit, commençons par considérer les faits simplement à partir de 1991, ok? Pour ne pas trop s'étendre, donc commençons par ce qui est important. Alors, en 1991, le dictateur Mengistu Haïlé Mariam avait déjà fait 20 ans au pouvoir. Et il fallait donc le renverser et amorcer un processus démocratique, parce que n'oublions pas, à partir de décembre 1990, il y a un vent de démocratie qui a soufflé sur toute l'Afrique et puis des conférences nationales par-ci, par-là. Donc l'Éthiopie aussi était entrée dans cette dynamique. Alors pour le faire, l'Éthiopie avait utilisé quel canal? C'était le canal du Front pour la libération du peuple tigréen, qui était donc un parti politique qui, au prix de plusieurs luttes et sacrifices, a donc réussi à renverser donc le dictateur Mengistu Haïlé Mariam et à installer un de ses militants et un de ses membres, Meles Zenawi, au pouvoir. Alors, ils sont entrés donc dans un processus démocratique avec l'adoption d'une nouvelle constitution, celle de 1994, qui réorganise en fait l'État éthiopien, précise qu'il s'agit d'une fédération avec plusieurs régions ou États à l'intérieur et avec des gouvernements régionaux avec un seuil d'autonomie tel que reconnu dans un État fédéral. Donc tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en termes d'organisation sociopolitique, en termes d'organisation institutionnelle et démocratique de l'Éthiopie était donc partie de la Constitution de 1994. Alors, à cela, plus tard, l'Éthiopie devrait affronter une autre épreuve. Cette épreuve-là, c'est la guerre d'Érythrée, menée seulement en 2 ans, de 1998 à 2000, mais qui a fait plus de 80 000 morts. Et en ce moment encore, c'était les Tigréens qui avaient offert leur peuple en chair à canon. Alors par rapport à tout cela, ils pensent qu'ils ont droit, et je reprécise, les Tigréens et assimilés, tels que les Irob et les Manaw et les Kanawa, réunis font à peine 6% de la population érythréenne. Alors face à tout cela, ils estiment quand même qu'ils ont droit au gâteau parce qu'ils se sont échinés
pour que les choses deviennent cela. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, donc ils sont à considérer. Et ils se sont retrouvés au sein d'une coalition avec les Oromo, qui sont les plus représentés, qui vont toujours ensemble avec les Amara en Éthiopie. Donc, ils ont fait cette coalition qui a toujours marché, et à l'intérieur de cette coalition, chacun a su trouver plus ou moins sa part. Ils en étaient là, donc quand le président Abiy Mohamed a été élu en 2018 et rapidement a fait la paix avec l'Érythrée, parce que lui, il en avait besoin pour passer à autre chose. C'est-à-dire, dans sa vision et dans sa conception de l'État, la priorité n'était pas à accorder à la guerre, mais plutôt à la paix pour s'occuper de grands chantiers de développement. La mise en œuvre de politiques publiques, de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de construction des routes, parce que l'Éthiopie est un pays très vaste, et en même temps, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, juste derrière le Nigeria. Donc il y avait beaucoup de défis, tout était défi dans ce pays-là. Donc c'est la voie que le Premier ministre Abiy Ahmed avait choisie. Alors cela a coûté un certain nombre de choses. Il a écrasé l'ancienne coalition et parle simplement de parti pour la prospérité. Alors les autres estiment qu'ils sont un front et qu'ils ont lutté jusque-là, qu'ils ne peuvent plus reculer, qu'ils vont continuer par s'appeler front. Donc ils n'ont pas adhéré à la vision qui devrait leur permettre de se fondre à l'intérieur du parti de la prospérité. D'où seulement la scission, pas seulement au niveau de l'État, mais du point de vue coalition entre groupes ethniques pour pouvoir gérer l'État. Ils en étaient là quand normalement les élections régionales devraient être organisées fin août 2000. Mais à cause de la pandémie de coronavirus que l'humanité... 2020. Fin août 2020, que l'humanité traverse, il n'y a pas eu élection. À l'Assemblée, il a été décidé de reporter de 7 à 8 mois. Donc, se retrouver probablement en mars 2021 pour tenir ces élections générales. Alors, la région de Tigré n'a pas accepté cela, a ouvert ses bureaux de vote en septembre 2020, a organisé normalement ces élections, tout comme si cette région était une république à l'intérieur de l'Éthiopie. Le Premier ministre a fait quelques avertissements et puis après cela, il est passé à des faits concrets en occupant les terres et en disant le droit et en faisant en sorte que la sécession ne devienne pas une réalité. Voilà. Alors, un ultimatum de 72 heures, donc, a été lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a attaqué déjà depuis le 4, cette fois-ci, ultimatum pour dire « rendez les armes ». Le président du Tigré et président donc du TPLF, Debretsion Gebremichael, a répondu « Nous sommes un peuple de principe et nous sommes prêts à mourir ». Est-ce que aujourd'hui, Julius Nyongpati, la situation n'est pas en train de s'enliser? Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle ils nous reçoivent. Je suis sur le plateau en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux questions du droit international et du droit constitutionnel. Et je vais opiner en restant dans ce couloir-là. C'est vrai, le problème en Éthiopie, quand on analyse, est un problème dont les causes, ça fait le croisement de plusieurs facteurs. Vous avez des causes d'ordre historique, des causes d'ordre culturel, des causes d'ordre politique, et des causes d'ordre juridique et même constitutionnel. Vous avez des paramètres sur le plan politique, des paramètres liés au défaut de dialogue et d'écoute entre acteurs politiques du pays. Je fais mienne les analyses qui viennent d'être faites, qui sont fondamentalement, qui rappellent un peu, qui retracent un peu l'histoire sociopolitique de ce pays depuis quelques années. Mais je dirais que les causes de la crise en Éthiopie sont endogènes. C'est des causes c'est des facteurs qui sont endogènes à l'Éthiopie elle-même. J'ai l'impression que ce pays
tend à être victime d'un certain nombre de phénomènes. Le tout premier, c'est l'ethnocentrisme. Voilà un pays dans lequel l'ethnicité est reconnue au plan politique. Un pays, et quand on lit la constitution de l'Éthiopie, on a l'impression que on n'est pas encore à l'étape d'une nation. On a même l'impression qu'on évolue en double angle. On recherche à la fois une certaine nation éthiopienne en même temps qu'on reconnaît des factions ethniques et qui valorisent un certain droit à la sécession que l'Éthiopie elle-même a reconnu, le droit à l'autodétermination des peuples, des nations et des nationalités, ainsi que le droit à la sécession. Vous avez au-delà de l'ethnocentrisme ou du phénomène ethnique, vous avez le parlementarisme, ce régime politique qui implique nécessairement l'écoute et le dialogue et surtout la collaboration entre les différents pouvoirs. Or, le dialogue et l'écoute semblent voler en éclats dans ce pays. Il me semble que ce pays est en train d'être victime un peu de ce régime politique. Je me demande si ce pays était vraiment indiqué, si ce régime politique lui était beaucoup plus indiqué. Alors, lorsque je reviens sur les facteurs d'ordre politique pur, quand vous prenez le fédéralisme, donc c'est un pays démocratique, une république qui pratique le parlementarisme, qui pratique le fédéralisme et qui fait une certaine promotion de l'ethnicité qui peut rapidement conduire vers l'ethnocentrisme. Lorsque vous mettez tout ça là ensemble, vous avez l'impression qu'il y a le pour et le contre en même temps dans le même État, dans le même pays, et j'ai l'impression qu'il y a des incohérences. Il y a des incohérences historiques, culturelles, politiques, juridiques, constitutionnelles, et ça n'arrange pas l'État. Alors, de ce point de vue-là, il y a deux manières d'appréhender la crise, d'appréhender ce qui se passe. D'abord, il faut pouvoir traiter, il faut apprécier, il faut qualifier, même si on n'est pas juge, il faut qualifier un peu la démarche du gouvernement éthiopien. Qu'est-ce qui peut expliquer cette action purement militaire, cette action qui consiste à ouvrir le feu sur un État fédéral qui revendique son indépendance, qui veut se séparer de l'ensemble du pays? Au-delà de ce qui vient d'être expliqué, c'est une question de sécession. Voyez, quand vous étudiez un peu la géopolitique de l'Éthiopie, et fondamentalement, vous étudiez Tigré, vous voyez que Tigré est limitrophe de l'Érythrée. C'est possible que le vent de sécession de l'Érythrée, de l'Éthiopie, soit en train de souffler au Tigré. Alors la question se pose de savoir, est-ce qu'on peut forcer un État fédéral à rester, un État fédéré, pardon, à rester dans la fédération. C'est ça. Donc, quand vous voyez un peu le système politique ou le fédéralisme américain, quand vous rappelez un peu la manière dont ce fédéralisme est né, pour faire un peu du droit comparé, vous allez tirer la conclusion selon laquelle le fédéralisme c'est une forme d'organisation d'État qui demande la promotion de la justice, qui demande le dialogue et l'écoute des États fédérés par l'État fédéral, qui demande qu'on s'asseye et qu'on parle. Et lorsqu'on ne peut plus s'entendre et qu'un État décide de partir, qu'il puisse partir. Donc, pour moi, c'est un problème de reconnaissance des droits politiques des différents États fédérés qui se posent. Et lorsque Tigré estime qu'il ne se sent plus à l'aise pour continuer avec cette fédération, il faut l'inviter à la table de négociation et discuter. Ce n'est pas une affaire d'âme. Donc vous verrez plus tard dans les analyses, vous allez vous rendre compte que la solution est beaucoup plus endogène qu'exogène. Voilà qui est clair, mais visiblement le Tigré a pris ses responsabilités, a organisé des élections et a décidé donc, on va dire, de rompre un peu les amarres. Les appels à la raison se multiplient, la médiation aussi. Pourquoi Abiy Ahmed, jusque-là, MTFA reste inflexible selon vous? En fait, je suis étonné qu'un Premier ministre démocratiquement élu et qui juste
à peine un an après son élection, parce qu'il a été élu en 2018 et en 2019, il a été élu prix Nobel de la paix. Alors, je suis vraiment étonné. Et je suis étonné que ce soit un Premier ministre démocratiquement élu prix Nobel de la paix qui priorise de facto la voie des armes ou la solution la plus difficile pour résoudre quand même une crise dont lui-même connaît les tenants et les aboutissants, lui-même connaît les ressorts de cette crise. Parce que, en définitive, de quoi s'agit-il? Tigré dit, nous n'allons pas disparaître au profit d'une déclaration ou d'un accord de paix que vous signez avec l'Érythrée. Vous êtes devenu prix Nobel, vous avez votre vision, vous signez un accord de paix qui ne nous engage pas nous, et tous les sacrifices que nous avions faits jusque-là ne sont plus reconnus. Parce qu'en fait, il revendique aussi le fait, quand je dis revendique, c'est-à-dire le Front pour la libération du peuple tigréen, donc FLPT, revendique aussi le fait d'appartenir plus au gouvernement, parce qu'ils disent qu'ils sont écartés, qu'ils ne sont plus intimement liés à la gestion de l'État, et que les Oromo dont le Premier ministre est issu et qui font coalition avec les Arama depuis toujours, mais qui sont plus proches géographiquement des Tigréens, que cette coalition-là, désormais, est faite sans eux, et qu'eux, ils sont en fait écartés, et que le parti de la prospérité est un parti qui a cassé l'ancienne rupture, donc il faudrait que chacun prenne ses libertés et revienne à la case départ, là où ils étaient tous en 1991. Alors, quand vous considérez ces faits, je rejoins exactement M. Humpatine pour dire que la solution, de mon point de vue, devrait être plutôt le dialogue, la négociation. Mais aussi, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas appartenir à une fédération et agir tout comme si l'on est autonome et indépendant. C'est pas possible. Si vous arrêtez de ne pas organiser les élections, vous ne les organisez pas. Si vous arrêtez de les organiser, vous les organisez. À l'intérieur d'un État, qu'il soit fédéré ou non, on ne peut pas avoir des dates différées sur près de 8 mois ou de 9 mois ou même d'années en matière d'organisation d'élections. C'est l'unisson, il faut aller ensemble parce que, quoi que l'on dise, l'Éthiopie dans son entièreté reste un État unique et indivisible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur constitution qui le dit. Pourquoi donc ne pas en tenir compte aussi? C'est-à-dire que quand on est toujours appelé à faire de la rébellion, il y a toujours les conséquences. Gebre Michael, qui a rejoint le Front pour la libération du peuple du Tigré à l'âge de 17 ans, en 1970, est resté tout le temps dans sa logique comme un militaire. Il est resté, il ne s'est jamais départi en fait de ses réflexes militaires. Les Tigréens, tout le monde sait, sont un peuple tapageux, mais très courageux et laborieux également. Alors, pour moi, ce sont des atouts, en fait, dont il faut tenir compte. Et si quelqu'un devrait craindre l'Érythrée, ce serait plutôt les Tigréens, pas forcément ceux qui sont du côté sud de l'Éthiopie, parce que l'Érythrée et le Tigré, c'est la partie la plus septentrionale, faisant frontière avec l'Érythrée. Donc, pour toutes ces considérations-là, ou lorsqu'il y aura des hydratats avec l'Érythrée, eux, ils en recevront plus les conséquences. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent que depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, que celui-ci s'entend très bien avec son homologue érythréen, Isaias Afewerki, et qu'ils s'entendent sur le dos des Tigréens. Ça, c'est la conception des Tigréens. Alors, vous voyez, disons que l'unité nationale n'est plus une réalité. L'Érythrée, comme le 54 États africains, en fait, n'est ni un État-nation, ni une nation.
Ils sont une république et ils devraient travailler en fait beaucoup plus à devenir ne serait-ce qu'un État-nation, quitte à devenir plus tard une nation en bonne et due forme. Voilà. Alors, le Premier ministre a reçu un prix Nobel de la paix, on le sait. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière des récents actes du dirigeant, que le comité Nobel s'est trompé en le lui attribuant, lui signé au parti? Vous voyez, tout à l'heure, M. Tchefa, il a rapidement effleuré cette question que vous me posez. Il faut être prudent. Évidemment, un prix Nobel de la paix qu'on retrouve en train de lancer des offensives militaires et de refuser toute négociation vis-à-vis d'un État fédéré, ça peut laisser à formuler un certain nombre de questions. Se demander, mais est-ce qu'on n'était pas allé un peu trop vite en besogne en décernant le prix Nobel de la paix à ce monsieur? Est-ce qu'on ne s'était pas trompé? Est-ce qu'en réalité, ce monsieur n'avait pas laissé des apparences qui ont trompé plutôt ce comité qui a eu à sélectionner? C'est possible, ces analyses-là sont possibles, c'est des conjectures possibles. Mais lorsque je reviens dans la dimension de la science politique et du droit, il y a un certain nombre de considérations qu'il faut prendre en compte pour faire une analyse qui ne soit pas trop subjective. Le premier élément, pourquoi le Premier ministre tout le temps? Parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Et dans le régime parlementaire, que je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens plus là-dessus, le régime de collaboration, de ménage, du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Vous avez le chef de l'État qui a beaucoup plus une figure emblématique. Le Premier ministre, parce que c'est un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, le Premier ministre, c'est lui qui est l'activiste, qui lance, qui est au devant. C'est lui le patron, au plan de l'exécutif. Maintenant, Abiy Ahmed, il est prix Nobel de la paix. Ça, c'est sa dimension personnelle. C'est son attribut personnel. C'est par rapport à des qualités personnelles que l'intéressé a. Maintenant, l'intéressé dans la politique, l'intéressé vis-à-vis maintenant d'un État fédéré ou d'une région qui, selon cet intéressé-là, selon Ahmed, semble ne pas écouter ce qu'on lui dit, semble s'insurger, parce que c'est un processus, hein. Vous avez l'insurrection, vous avez la rébellion, la guérilla, la guerre, et tout ça là est cadré par le droit politique. Alors, de ce point de vue-là, on peut douter de sa qualité de prix Nobel de la paix, et avoir raison, comme on peut avoir tort de douter de sa qualité de prix Nobel de la paix, parce que d'autres qui sont dans la réelle politique, ils vont vous dire que c'est la qualité plutôt de l'homme politique qui est en jeu et c'est fondamentalement les responsabilités du chef de gouvernement face à la sécurisation de son pays, face à la discipline à administrer à un État ou à un parti politique qui tantôt fonctionne comme un groupe ethnique et tout ça. Donc, je crois que on peut se tromper en se demandant mais pourquoi c'est un prix Nobel de la paix qui se comporte comme ça. Mais un prix Nobel de la paix dans un contexte politique et dans un cadre gouvernemental. Donc le contexte d'action peut expliquer la manière dont peut expliquer ces comportements, le fait de lancer des offensives militaires et de dire bon je n'écoute plus rien, j'avance, vous obéissez ou rien. Ça, c'est clair. Mais un Premier ministre élu démocratiquement, mais je crois, hein, on a un peu trop tendance, on se trompe souvent, en arborant un habit de beauté à la démocratie. Et il peut être élu démocratiquement et se retrouver dans des circonstances qui l'obligent à exercer le pouvoir de manière dirigiste, parce que, vous le savez bien, c'est une question de style de gouvernance.
le style débonnaire ne lui plaît pas, le style démocratique ne lui plaît pas, mais c'est le style autocratique qui lui plaît. Donc, pour moi, ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on ne puisse pas prendre ses responsabilités. Donc, de mon point de vue, le véritable problème n'est pas là. Oui. Le véritable problème, c'est dans le rapport entre États fédérés, d'une part, et entre États fédérés et État fédéral. Le Tigré, quelles sont ses préoccupations? Le Tigré estime qu'il est victime d'injustice. Le Tigré estime que des accords qui sont faits, qui sont conduits entre le Premier ministre et l'Érythrée risquent de lui être nuisibles. Le Tigré estime qu'il n'est pas un État comme les autres. Et quand on revisite le rappel historique que M. Tchefa vient de faire, nous sommes dans la politique. Et appelons un chat un chat. Le Tigré, quand vous étudiez l'histoire politique de l'Éthiopie depuis tout au moins les 50 dernières années, vous constatez que le Tigré n'est pas n'importe quel État quand même. De ce point de vue-là, il y a lieu de poser un certain nombre de questions. Vous voulez quoi? Quelles sont vos préoccupations? Le Tigré doit pouvoir mettre sur la table ses préoccupations. Voilà ce que l'État fédéral peut vous accorder. Bon, au niveau de la représentativité ou de la présence au gouvernement, au niveau des droits politiques, au niveau d'un certain nombre d'aspects. Bon, voilà ce qu'on peut vous accorder. Est-ce que, suite à cette base-là, on peut toujours continuer par travailler ensemble? Faut-il qu'on aille carrément à une nouvelle constitution ou faut-il qu'on revisite la constitution? Faut-il qu'on revoie la forme politique de l'État? Je crois que c'est là les questions. Et lorsque le Tigré ne se retrouve plus dans cette fédération, on doit pouvoir lui permettre de partir. J'ai évoqué tout à l'heure l'Érythrée. J'ai fait un raisonnement tout à l'heure contraire par rapport au Tigré. Lorsque vous prenez une Éthiopie où l'Érythrée se soulève, les Érythréens se sont soulevés et ont fini par prendre leur indépendance. Et que dans leur pratique politique et dans leur constitution, ils ont reconnu le droit à l'autodétermination de chaque peuple ainsi que le droit à la sécession, ce qui est normal. Eh bien, si dans la pratique, le gouvernement fédéral ne développe pas la diplomatie et n'adopte pas du tact et fondamentalement de la stratégie, cet État-là risque de se voir vidé ou de se voir contenant, se voit plus tard en train de contenir pratiquement les deux principaux États fédérés. Je veux parler de l'État dont le Premier ministre est ressortissant. Les Oromo, par exemple. Donc, je suis en train de voir les États en train de partir petit à petit. Et je me dis, c'est cette porte-là qui a été ouverte par l'Érythrée qui pourrait en être la cause. Par conséquent, il faut poser la balle à terre. Il faut poser les questions, il faut les traiter. Et lorsque le Tigré ne se retrouve pas, il doit pouvoir lui être loisible. C'est ça qui explique cette tendance, le fait que du point de vue de son processus électoral a été lancé sans tenir compte de ce qui a été retenu au plan fédéral. Mais là, ça pose un problème de discipline, c'est vrai. C'est un peu gênant. Mais beaucoup de frustrations conduisent à des crises et même à la guerre. Voilà. Il y a un aspect important que je voudrais qu'on s'entende là-dessus et que là, il faut être sincère, on n'a aucun intérêt à faire de la diplomatie. Abiy Ahmed ne pouvait pas être prix Nobel de la paix s'il n'avait pas été Premier ministre. Donc, ce n'est pas à titre personnel. Il n'a pas été prix Nobel en tant qu'Abiy Ahmed. Il a été prix Nobel tout court en tant que Premier ministre. Par rapport à certains actes qu'il a posés dans ses fonctions. C'est pour avoir signé le protocole de paix avec l'Érythrée. S'il n'avait pas été élu Premier ministre, la belle preuve. Est-ce qu'il avait été prix Nobel de la paix avant d'être élu Premier ministre? Non. Ce n'est pas un prix Nobel lié à un effort personnel. Par exemple, ce n'est pas prix Nobel de chimie ou de physique ou de mathématiques, où là, c'est votre compétence scientifique et intellectuelle qui vous fait ce couronnement-là. Ici, il s'agit de prix Nobel accordé à un dirigeant politique. Il ne faut pas oublier ça. Le comportement, ça dit ce que son peuple est en train de lui reprocher, de mon point de vue, est très fondé. Abiy Ahmed a prêté serment pour protéger la constitution éthiopienne. Et jusqu'à ce jour-ci, le Tigré fait partie de l'Éthiopie. Il a prêté serment pour protéger les Éthiopiens. Il a prêté serment
pour faire en sorte que l'unité de ce peuple soit une réalité. Alors comment, lorsque vous prêtez serment, vous pouvez lancer des assauts? Pourquoi? Comment celui qui a prêté serment, ou dans quel contexte quelqu'un qui a prêté serment, aujourd'hui, est en train de faire des frappes? Il y a des détails que je ne voudrais pas donner ici. Vous oubliez peut-être qu'à partir d'Amara, il a lancé 2 roquettes sur l'aéroport de Tigré. Et qu'à l'issue de cela, il y a eu 2 morts et 15 blessés. Ça, nous étions au 9 novembre. Aujourd'hui, vous avez plus de 40 000 déplacés un peu partout et ceux qui sont en train de fuir vers le Soudan et non vers l'Érythrée, avec qui lui il est en train de faire la paix. C'est-à-dire que, à tout point de vue, lui priorise la paix avec l'Érythrée, il priorise sa bonne relation d'amitié ou de collègue avec Afewerki, qui est son collègue érythréen, et malheureusement, dans son propre pays, il est en train de tomber en disgrâce. Dans son propre pays, les gens sont en train de mourir, il ne voit pas ça. Dans son propre pays, il y a des déplacés, il ne voit pas ça. Mais qu'est-ce qui va arriver à terme? Parce qu'il ne faut pas qu'on perde cela de vue. Le Tigré, c'est au moins 5,5 millions d'habitants. Si le Tigré s'en allait, 5,5 millions d'habitants vont aussi partie de la population. C'est 84 227 km². Cela aussi va partir de l'Éthiopie. C'est l'Érythrée, c'est le Tigré qui produit 60% des bovins et des ovins que les Éthiopiens mangent, sans compter 23% des agrumes, sans compter 42% des produits agricoles. Il faut tenir compte de tout cela. C'est un peuple qui travaille, qui cultive aussi pour nourrir toute l'Éthiopie. Et eux, s'ils devraient partir, c'est-à-dire si le Tigré devrait partir par rapport à leur position géographique, ils devraient beaucoup plus se rapprocher de l'Érythrée. Mais ce sont eux qui disent non au regard de l'histoire. Parce qu'il me semble qu'on oublie que la guerre Éthiopie-Érythrée a fait 80 000 morts et n'a duré que 2 ans. Et que ceux qui ont plus travaillé pour que cette guerre-là, au total, arrive à apporter de l'indépendance ou l'affirmation de l'Éthiopie, ce sont d'abord les Érythréens, je vous l'ai dit, les Tigrés. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Je ne peux pas comprendre qu'au nom d'une paix quelconque, avec un peuple donné, l'on massacre ou que l'on sacrifie ceux que logiquement on devrait protéger parce qu'on a prêté serment pour cela. On ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas non plus comprendre que ce soit un prix Nobel de la paix qui agit comme ça, parce que, je le rappelle, le prix Nobel de la paix n'est pas ad vitam aeternam. Lorsque votre comportement ne suit pas cette logique, on peut vous retirer aussi ce prix-là. Et il y a eu des prix Nobel de la paix dont cet insigne honneur a été retiré. Alors, est-ce que, visiblement, au vu de tout ce que vous avanciez comme argument, comme avantage pour le Tigré, est-ce que Abiy Ahmed n'est pas quelque peu obligé, on va dire, d'arracher cette paix relative-là? Je m'explique peut-être. Est-ce que l'offensive armée en cours n'est pas censée imposer au Tigré de rester dans la fédération? Oui, c'est ça. Moi, malgré la démonstration qui a été faite, il se fait que le prix Nobel de la paix a été offert au Premier ministre Abiy Ahmed. C'est à lui que cela a été offert. Et c'est démontré qu'une personne évolue en dents de scie. Et les comportements ne sont pas toujours les mêmes suivant les circonstances. Peut-être que le Premier ministre apprécie mal les circonstances actuellement au Tigré. Je crois que votre démonstration permet justement de comprendre ou de justifier l'offensive justement lancée par le Premier ministre. C'est justement parce que le Premier ministre est conscient de la place qu'occupe le Tigré dans le pays. C'est parce que le Premier ministre craint que le Tigré n'ouvre les vannes justement à d'autres États. C'est parce que le Premier ministre craint que le Tigré ne vide
la République que ce Premier ministre, le Abiy Ahmed, est en train de se comporter comme ça. Non, maintenant, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, je crois que nous sommes dans un État démocratique. Et la démocratie ne privilégie pas les âmes. La démocratie privilégie le dialogue, l'écoute, qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Un pouvoir politique exercé de manière aveugle risque de se retourner contre l'intéressé. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre éthiopien, ce n'est pas sûr, il est en train de se tromper. Il faut qu'il revienne à la raison. Quand vous lisez leur constitution, vous lisez leur passé, et vous voyez un peu ce qui se passe, vous voyez de la contradiction. Vous voyez, c'est un amas de royaumes. On s'est mis ensemble, des royaumes qui se sont mis ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le parlementarisme semble être le régime le plus qui marche le mieux avec eux. Mais je me pose une question. Mais pourquoi l'Assemblée nationale, pourquoi le Parlement éthiopien jusque-là ne réagit pas? Parce que le Parlement a voté pour autoriser Abiy Ahmed à attaquer. Mais justement, si le Parlement n'était pas d'accord avec l'action qui est menée, c'est qu'on aurait déjà eu une action de la part du Parlement contre le Premier ministre pour le renverser. Donc, moi, je plains bien la situation du Tigré. Maintenant, si on regarde dans un sens, il faut regarder dans l'autre. Les autorités du Tigré également, le président tigréen et tous les autres dirigeants politiques, si le Premier ministre semble ne pas entendre raison, qu'ils essayent de voir leur peuple, qu'ils essayent de voir, qu'ils se rappellent le passé et qu'ils se rappellent le futur, la construction d'une nation. Parce qu'ils ne sont pas une nation, ils ne sont même pas un État-nation. C'est un mélange de peuples et tout ça. Donc si Éthiopie, le Premier ministre éthiopien ne va pas vers eux, il faut qu'ils puissent quand même demander qu'on dépose les armes. Alors par rapport à ça, il faut que les chefs d'États africains, à travers l'Union africaine, puissent quand même dire la vérité aux dirigeants africains. Dans ce contexte-là, l'Union africaine doit pouvoir réagir. Parce que n'oubliez pas, l'OUA est née à Addis Abeba en Éthiopie. La capitale, voilà. Le siège est voilà. L'Éthiopie c'est un emblème important de l'Union africaine, ou même si vous voulez de l'unité africaine. Je crois que l'Union africaine doit pouvoir mener des actions dans ce sens-là. Voilà un peu ce qu'il y a à dire. Mais du point de vue du droit international, j'ai bien peur que l'Éthiopie se retrouve à elle-même et que les autres, sur la base du principe de non-intervention, observent. Je me demande véritablement si des actions venant de l'extérieur pourraient régler le problème en Éthiopie. Il faut que véritablement le Premier ministre puisse entendre raison et qu'il appelle les autres à la table. Alors l'Union africaine, dont le siège est, on l'a dit, installé en Éthiopie, a chargé d'anciens présidents, notamment le Mozambicain Joaquim Chissano, la Libérienne Hélène Johnson-Sirleaf et l'ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe d'une médiation. Quand on sait que l'Ouganda a tenté déjà de pourparler sans résultat, est-ce qu'on peut attendre, on va dire, la fumée blanche de cette coalition? Je complète encore votre liste, Yoweri Museveni et puis Obasanjo. En fait, il faut rappeler, je crois que tout ce beau monde que vous venez de citer devrait rappeler à Abiy que lorsqu'on aime sa femme, on tient à elle et on ne voudrait pas qu'elle nous quitte, on négocie avec elle, on la supplie, on ne la menace pas. On ne prend pas des armes pour la menacer parce que quand on fait cela au finish, c'est qu'elle finira par partir. Ici, ce n'est pas une femme. Non, c'est une image que vous comprenez bien. Alors, il y a peut-être des ficelles dans l'homme qu'on ne maîtrise pas. Non, franchement, moi, j'ai une grande admiration pour le Premier ministre Abiy. Et franchement, je suis étonné de comment il gère cette crise. Je me demande s'il n'y a pas de ficelles qui sont tirées dans l'arbre. Je me pose cette question. Parce que je continue par le dire, il a prêté serment pour protéger les Éthiopiens. Et jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à cette heure-ci, le Tigré est encore à l'intérieur de l'Éthiopie. Et j'ai dit, le Tigré, par rapport à sa position géographique, s'il devrait partir et se rattacher à un pays, ça devrait être l'Érythrée. Donc je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, le Tigré n'est pas au cœur de l'Éthiopie. Le Tigré est dans la partie la plus septentrionale de l'Éthiopie. Donc, à mon avis,
c'est lui qui doit plutôt négocier. Et je ne crois pas que ce soit si difficile. Parce qu'en fait, c'était avec Gebre Michael qu'il devrait beaucoup plus prendre langue, garder contact. Et si Gebre Michael le comprend, là on a l'impression que le Tigré va mieux le comprendre. Parce que la représentation sociale de la paix avec l'Érythrée, pour les Tigréens, c'est comme une sorte de trahison. Eux, ils ont défendu toute leur vie une cause. Vous imaginez, un parti politique qui s'appelle Front. Un parti politique qui s'appelle Front. Et vous savez bien, partout au monde, vous savez comment les frontistes se comportent. Alors, il ne s'agit pas de les forcer pour venir au parti de la prospérité, mais il faut plutôt appliquer la logique de la prospérité et les amener à comprendre que les temps ont changé et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter des armes pour s'affirmer, mais on a plutôt besoin, d'accord, de fumer le calmer de la paix tout en montrant ses prouesses dans plusieurs autres domaines, tels que la science, par exemple. Et je crois qu'ils sont capables de comprendre ça. Si vous allez même en Tigré, tous ne sont pas forcément pour la défense de leur territoire ou de leur région à ce prix. La jeune génération qui est venue après Gebre Michael est une génération beaucoup plus ouverte au dialogue, est une génération déjà beaucoup plus emporté dans la science, parce que Gebre Michael lui-même a étudié à l'université d'Addis Abeba et a abandonné ses études pour rejoindre le front. Mais la lutte qu'il a menée plus tard a généré la création de 2 autres universités, celle de Mekele et celle d'Abigrad. Donc ces 2 universités qui existent par rapport à des enfants qui sont nés, qui ont fréquenté ces universités aujourd'hui, n'ont plus la même logique et la même mentalité que Gebre Michael. Donc ça veut dire que le temps évolue, la logique évolue, et il fallait simplement rester patient et jouer sur la carte de négociation pour obtenir ce résultat. En dépit de tout ce que pourrait faire l'Union africaine ou l'ONU, qui normalement hier, 24 devraient statuer, bon, la montagne a accouché d'une petite souris. En dépit de tout cela, ce sont les Éthiopiens eux-mêmes qui devraient d'abord être prédisposés à faire la paix entre eux. Sinon, il y a des casus. N'oubliez pas, l'Afrique de l'Est, dans tous les cas, reste de plus en plus un problème. Depuis toujours reste et l'est encore. Vous savez bien que les 54 États africains, le plus jeune, le Sud-Soudan, 2015, vous le savez bien. Et au regard de ce qu'on est en train de voir, et vous savez bien qu'au départ, l'Érythrée, M. Rumpati l'a rappelé, était à l'intérieur de l'Éthiopie aussi. Alors vous voyez, qu'est-ce qui cause cette cassure? M. Rumpati l'a suffisamment rappelé, je ne voudrais plus revenir là-dessus, mais je suis étonné que lorsque l'humanité est en train de travailler à resserrer les mailles entre groupes ethniques, les micro-États, les micro-considérations. On vous parle aujourd'hui de l'Europe des 28. Ils se sont mis ensemble, même si c'est à l'intérieur d'un modèle d'intégration économique, de plus en plus ils font les choses à l'unisson pour pouvoir répondre aux États-Unis, une fédération de 50 États. La Russie est en train d'organiser les États autour d'elle pour pouvoir répondre aussi bien aux États-Unis d'Amérique qu'à l'Europe même, au cœur de l'Europe même, c'est-à-dire l'Europe occidentale. Donc je ne peux pas comprendre que lorsque la plupart des pays arrivent à créer de grands ensembles autour d'eux, qu'on cherche à ce qu'il y ait de micro-États en Afrique, on veut en faire quoi? Non, pas du tout. Si nous voulions respecter la vision de Kwame Nkrumah, là je vous parle de 1963, né de la conférence de Géorgie 1857, si la vision de Kwame Nkrumah devrait être appliquée, c'est qu'on parlerait des États-Unis d'Afrique et les 54 États africains devraient avoir un seul chef. Et chaque pays actuel de l'Afrique devrait être juste un gouvernement local ou une région à l'intérieur de cet État fédéré. Donc je ne peux pas comprendre que pendant que ces idées-là existent et que des gens sont en train de se battre, Kadhafi ne s'est battu que ça, pour ça tout le temps. Et certainement, s'il était en vie, il y aurait eu de géants pas faits dans ce sens. Donc, pendant que tout cela est en train d'être fait,
Qu'on cherche, en tant que groupe ethnique, à se retrouver en micro-État, ça paraît ridicule, toute chose qui en rien ne garantit le développement face à la mondialisation et face à l'économie internationale au sein de laquelle seuls les grands et les forts gagnent et justement écrasent les plus faibles qui voient les choses par rapport au bout de leur nez. J'aimerais réagir par rapport au débat. Vous parliez tout à l'heure de ficelles tirées. Est-ce que, justement, les ficelles-là ne sont pas aussi liées au problème ethnique? On sait, par exemple, que les Tigréens détenaient le pouvoir central lors de l'ancien régime, des anciennes gouvernances. C'était les Tigréens qui menaient la politique. Mais on sait qu'il y a eu des manifestations. Tout à fait. Il y a eu donc des manifestations monstres qui ont poussé le parti-État, on va le dire, à s'effriter et à être obligé de nommer un Premier ministre issu de l'ethnie majoritaire, qui a toujours estimé avoir été brimé, marginalisé, les Oromo donc, qui devient donc un Premier ministre. Est-ce que Abiy Ahmed n'est pas aussi pris entre plusieurs feux, obligé de représenter son groupe ethnique pour amener les autres maintenant qui ont perdu le pouvoir et qui entendent s'affranchir, se séparer parce qu'ils n'ont plus d'avantage au niveau de l'État? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, on va dire... Je l'ai dit à l'entame de cette émission que quand on analyse en profondeur, on constate une certaine valorisation de l'ethnicité. Vous voyez, ce que vous venez d'expliquer là, ça devait justement, ce positionnement-là ethnique, et le glissement de pouvoir d'une ethnie vers l'autre, alors que, bon, par le passé, on a été habitué à mener les autres, et sur le plan économique, comme M. Tchefa vient de le démontrer, on continue de mener. Lorsque on a l'impression qu'on n'est plus écouté aujourd'hui, ça peut créer de la frustration. Et une forte frustration, ça peut créer de la colère. Et ça peut même amener à se révolter. De ce point de vue-là, le Premier ministre devrait, en principe, sachant qu'il est sorti des Oromo, en principe, il devait développer une stratégie de gouvernance qui l'amène à considérer les différentes ethnies à leur juste valeur et fondamentalement à montrer aux Tigréens qu'ils ne sont pas inutiles dans sa gouvernance. Mais justement, parmi même sa propre ethnie, il y a des oppositions très fortes. Dont le phénomène ethnique en Éthiopie doit être réglé. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le problème de l'Éthiopie, c'est un problème endogène à plusieurs dimensions. Vous avez le parlementarisme lui-même là. Je ne vois pas l'Éthiopie le digérer correctement parce que comment pouvez-vous comprendre une attente entre le Parlement qui représente le peuple et le gouvernement que dirige Abiy Ahmed face à une action militaire qu'on autorise le Premier ministre à mener vis-à-vis des fils du pays qu'il est appelé, dont il a presté serment de protéger. Vous voyez? Donc, il y a un problème là. Lorsque vous prenez maintenant l'ethnocentrisme, j'ai l'impression que la constitution éthiopienne est une constitution qui valorise les ethnies. Or, une constitution moderne doit travailler à limer suffisamment les clivages ethniques, doit travailler à la construction de la nation. Et au-delà de cela, le fédéralisme, pour moi, c'est un fédéralisme spécial. Un fédéralisme, voyez, vous regardez un peu, rappelez-vous un peu les 7 conventions de Philadelphie en Amérique, la manière dont le fédéralisme américain est né. Ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas des négociations. Ici, c'est d'anciens royaumes avec des ethnies qu'on a mis ensemble. Et le problème de l'Éthiopie est beaucoup plus profond que ce que nous disons. C'est la raison pour laquelle la toute première démarche à mener, c'est de déposer les armes. La solution ne se trouve pas dans les armes, non. C'est de déposer les armes et c'est le Premier ministre qui doit mener la démarche. Le Premier ministre demande qu'on passe au cessez-le-feu. Et la deuxième étape, c'est qu'on négocie, on discute. Le Tigré met sur la table de négociation ses préoccupations et on lui accorde des concessions. On lui fait des concessions, on lui concède un certain nombre d'avantages parce que quand vous mettez ensemble la dimension, la capacité ou le pouvoir économique de cette région, ainsi que sa capacité de gouvernance par le passé, vous voyez que ce n'est pas une région comme les autres. Vous voyez, bon, lorsque c'est fait et qu'on s'est compris,
il faut maintenant procéder à la reconstruction de la République. Mais ça, là, pour moi, c'est parce que j'évite de frustrer les Éthiopiens. J'ai l'impression que cette République est à construire. Et j'ai l'impression que cette démocratie est à revoir. Il ne suffit pas d'avoir une constitution et de faire élection pour faire de la démocratie. Voilà. Alors, il y a quelque chose que nous oublions souvent. Observez partout quand un chef d'État ou le patron de l'exécutif d'un pays est élu et prête serment, il dit qu'il est désormais le président de tout le monde. Et il ajoute, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Un chef d'État ou un chef du pouvoir exécutif d'un pays n'a plus de groupe ethnique dès lors qu'il est élu. Il est originaire de tous les groupes ethniques. Il est originaire de toutes les régions. Il appartient à toutes les corporations socio-professionnelles. Mais dans la pratique, et voilà, c'est ça le problème. Dans la pratique, non. Mais dans la pratique, est-ce que cela se matérialise? Pourquoi pas? Je vous donne un exemple. Je suppose, vous prenez un chef d'État parce que lorsqu'on va aux élections, les résultats du vote sont connus région par région, n'est-ce pas? Donc, la carte électorale du pays permet de savoir à un chef d'État quelle région a voté pour lui et quelle région n'a pas voté pour lui, n'est-ce pas? Ça, tout le monde le sait. Et il se trouve que dans une région qui n'a pas voté pour lui, il y a le problème de pénurie d'eau qui se pose. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas élaborer de politique publique de l'eau là, sous prétexte que les gens n'ont pas voté pour lui. Vous dites ce qui est bien. Non. Ce n'est pas forcément ce que font les dirigeants. Non, je ne dis pas ce qui est théorique. C'est ce qui est fait, logiquement, pour ceux qui veulent la paix, pour ceux qui veulent le développement. D'accord? Mais regardez même, observez bien ce qui se passe dans le monde. Il y a même des chefs d'État qui n'osent jamais parler à la télé ou à la radio leur langue maternelle, mais parlent d'autres langues maternelles juste pour mettre à l'aise ceux qui sont de ce groupe ethnique-là. Ils parlent tout simplement parce que, regardez par exemple le roi de Belgique. On sait que la royauté en Belgique est l'affaire de la Wallonie et que la Wallonie est française. Mais quand vous prenez le roi de Belgique, il commence toujours par parler le néerlandais et après il parle allemand et finit par le français. Des fois il ne parle pas français et il parle néerlandais ou il parle allemand et on traduit en français et il ne retrouve plus forcément la nécessité de parler français. Vous pensez qu'il est bête? C'est pour mettre à l'aise ceux qui sont des régions où on parle le néerlandais et où on parle l'allemand. Et ça marche. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose ici? Donc je crois que... Le phénomène ethnique est beaucoup plus profond en Éthiopie que ce que vous dites. Vous savez... En fait, pour moi, la Constitution n'a pas à faire disparaître les groupes ethniques. Non. Pourquoi? Il n'y a pas cet État au monde où tout le monde appartient à un même groupe ethnique. La Constitution a simplement à garantir les espaces et canaux du vivre ensemble. Chacun est ce qu'il est. Et on ne peut pas refuser à quelqu'un d'être ce qu'il est. Chacun est ce qu'il est. Et dans la diversité de ce que nous sommes chacun, nous avons à travailler pour trouver le cadre du vivre ensemble harmonique et pacifique. Et c'est le cas pour tous les pays de la planète. Je ne connais pas de pays au monde où tous ses habitants appartiennent à un même groupe ethnique. Avec le temps, il y a ce qu'on appelle un ciment national qui génère un moule national. Et il y a la loi de la sélection naturelle. Vous verrez d'aucuns s'affirmer plus que les autres. Quand vous allez au Mali, vous croyez que tout le monde est Bambara. Tout le monde n'est pas Bambara. Mais si vous n'êtes jamais allé là-bas les toutes premières fois, vous allez croire que tout le monde est Bambara. Parce que tout le monde quasiment parle cette langue. Il en est de même pour le Wolof au Sénégal. Il en est de même pour le Mina au Togo ou le Fon au Bénin. Ça, c'est le vivre ensemble qui finit par engendrer cela. Aucun État ne va dire je vais supprimer les groupes ethniques pour que nous soyons. Non, il donne le cadre nécessaire pour que chacun vive sa nationalité ethnique tout en n'oubliant pas
qu'il est à l'intérieur d'une république et qu'il y a une philosophie républicaine qu'il doit défendre. Justine Yompati, ma dernière question pour vous. Emetefa parlait tout à l'heure des divisions que nous observons en Afrique par rapport à des micro-États et donc, on va dire, des scissions, pendant que dans le monde, on essaye de penser fédéralisme, on essaye de penser union monétaire, économique notamment. Est-ce que cela n'est pas aussi, on va dire, pour diviser le continent? Parce qu'on sait que la grande majorité des ressources minières, des ressources naturelles sont contenues par les Africains. Et donc, est-ce que la politique n'est pas justement de diviser pour régner? Oui, vous voyez, d'abord les concepts, une analyse conceptuelle, systémique et sur le plan conceptuel, les concepts sont inventés par l'Occident et l'Afrique est toujours la dernière à courir pour les adopter. Le concept de mondialisation, c'est venu de là-bas. Globalisation, c'est venu de là-bas. Comment vous appelez les technologies de l'information, de la communication, c'est venu de là-bas. Moi, c'est dommage pour mon Afrique. C'est dommage pour mon Afrique. C'est un problème à la fois d'ordre éducation ou d'éducatif et d'ordre politique, sociopolitique. D'ordre éducatif pour dire qu'il faut que les Africains revoient leur école et que cette école soit complètement repensée complètement parce que nous avons une école extravertie. On a une école qui ne permet pas à l'Africain de penser Afrique tout en pensant monde. Sur le plan politique, nous avons des dirigeants qui sont très égoïstes et qui s'accoutent sur leur pouvoir politique. Les 4 ans, 5 ans ou 7 ans ou 10 ans qu'on veut passer au pouvoir, on veut faire toutes les négociations, même fantoches possibles, avec des puissances internationales ou mondiales pour pouvoir passer ces 5 ans ou ces 10 ans tranquillement. Moi, je ne sais pas si les dirigeants africains travaillent véritablement pour les Africains. Et il faut un sursaut national, il faut la conscience africaine. Et il faut que les Africains se lèvent et qu'ils ouvrent davantage les yeux. Comme vous l'avez dit, j'ai eu à le démontrer dans mes ouvrages et dans mes publications. Vous voyez, le droit international ou les relations internationales qui continuent pas à être dominées par l'Occident, font voir des regroupements qui se font au plan politique, au plan économique et tout ça, en Occident, en Amérique et tout ça. Et en Afrique, on assiste plutôt à de la fragmentation des États. Ça arrange les États occidentaux. Ça les arrange. Donc, il y a un écart entre le discours et la pratique. Je mets une petite réserve sur ce que M. Tchefa vient de dire par rapport au phénomène ethnique en politique, parce que ce que vous avez dit, c'est l'idéal. Mais dans la pratique, le chef d'État, il a derrière lui sa pensée ethnique. Il y en a. Je ne serai pas long. Rapidement. Je voudrais demander au président Abiy de ne pas oublier que les Tigréens, jusqu'à ce jour-ci, sont éthiopiens et je souhaite qu'ils le restent. Et je voudrais dire aux Tigréens de ne pas oublier que l'Éthiopie est leur patrie et qu'on ne se rébelle pas contre la même patrie. Lorsqu'on appartient à un État, on travaille pour son État, on le défend contre les ennemis et on fait tout possible pour rester à l'intérieur de cet État. Voilà, vous êtes Emetefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Jules Justine Yompati, chercheur en droit international et constitutionnel. Messieurs, merci. À très bientôt pour notre numéro d'Angle de Vue.
If they want to get you, they'll get you.